On vous aura prévenu, la première émission web en direct à la radio avec Variance FM et la société Kinic. Alors bonsoir Lionel, bonsoir à tous et bienvenue dans le 3e numéro de l'émission On vous aura prévenu. L'émission culturelle de Variance FM et de la société Kinic. Alors cette semaine, nous nous trouvons à 2 pas du centre-ville de Clermont-Ferrand, avenue de la Libération au sein de l'hôtel Kyriat Prestige de Clermont. Donc je remercie au passage Monsieur Monod, le directeur de l'établissement, pour sa collaboration sur l'émission. Qui dit hôtel dit voyage, j'ai donc le plaisir de recevoir ce soir un grand voyageur, Pierre Robin. Donc bonsoir Pierre, c'est un plaisir de vous recevoir dans l'émission. Alors pour commencer, qui est Pierre Robin en quelques mots ? En quelques mots, c'est un retraité qui est curieux et qui est curieux de l'humanité et de ce qu'elle a pu apporter depuis l'origine de la Terre. Et pour ça, je me déplace à vélo à travers le monde. Donc justement, vous revenez d'une grande traversée au Canada en vélo. On en parlera un peu plus tard dans l'émission. Mais il faut savoir que le sport a toujours été omniprésent chez vous, dans votre vie. Et vous avez été rugbyman, nageur et poloiste. C'est ça ? Oui, c'est vrai, j'ai un parcours un peu varié dans la pratique du sport. En fait, je ne pense pas avoir été un grand sportif, mais quelqu'un qui aimait bouger, un peu hyperactif on dirait aujourd'hui. Et puis j'avais besoin du contact des autres, j'avais besoin de me trouver dans des situations où je rencontrais des personnes, des gens, et s'affronter, ça faisait partie de mes challenges. Voilà. Donc, comme on dit, le sport c'est la santé et les voyages forment la jeunesse. Donc vous l'avez très bien compris, vous avez fait plusieurs grands voyages en vélo dans le passé. Il y a eu le Maroc, l'Islande, l'Amérique du Sud, la Chine. Oui, c'est en quelque sorte un tour de la Terre complet que j'ai effectué, c'est assez inouï. Mais quand on pense que la Terre a été peuplée par des groupes qui ont marché et qui se sont déplacés depuis l'Asie centrale jusqu'à la pointe de l'Amérique du Sud, chaque jour suffit sa peine et on a effectivement une progression assez rapide, somme toute, puisque le tour du monde complet... c'est pratiquement 4 mois, quoi. Non, un petit peu plus, 5 mois. Et pourquoi faire, on va dire, ce pseudo-tour du monde en vélo ? Parce que le vélo permet une proximité et une souplesse pour rencontrer les personnes, pour satisfaire sa curiosité que l'on n'a pas en voiture. En vélo, on peut s'arrêter pratiquement n'importe où, on peut prendre un petit sentier, un chemin. J'ai plein d'anecdotes à ce sujet-là. Et on est au contact de la nature tout le temps, on peut sortir, on peut... et en plus, le vélo permet de changer d'horizon tous les jours. Ce que ne permet pas un voyage pédestre. On est obligé. La vitesse étant plus lente, l'horizon change, mais au bout de 3 jours. En vélo, les changements sont relativement rapides. C'est le moyen le plus utilisé au monde pour se déplacer encore actuellement. Alors, par contre, le vélo, c'est aussi la solitude. Alors, est-ce que c'est pas une difficulté dans les voyages ? Non, moi je la considère comme une richesse, la solitude, parce que si elle est apprivoisée, car la solitude s'apprend et c'est pas quelque chose d'inné. Elle a des dangers, mais elle permet d'une part de pouvoir être soi-même et de faire des voyages intérieurs assez extraordinaires. Je crois que la solitude amène une réflexion, amène une introspection que ne peut pas procurer un voyage à 2 ou 3 ou en groupe, qui procure tout à fait autre chose comme sensation. Moi, j'en ai besoin et de cette solitude naissent des propos peut-être plus mystiques, plus mystérieux. Voilà. D'accord.
Juillet 2014, lors de l'un de vos périples en Asie, si je ne me trompe pas, il y a eu un petit coup d'arrêt avec un sérieux problème à l'œil. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour vous? Ben, pour la première fois, j'ai subi un glaucome aigu enfin j'ai subi un incident de parcours qui m'a obligé de renoncer et de revenir et d'être rapatrié pour être opéré de l'œil. Voilà, donc bon, c'est le moindre mal parce que j'étais quand même dans un pays, bien doté de médecins, etc. Donc j'ai pas eu si j'avais été à ce moment-là dans un désert ou en Bolivie ou écarté de tout hôpital, j'aurais perdu l'œil, c'est absolument certain. Mais là, j'ai été pris en charge tout de suite et bon, les médecins ont fait ce qu'il fallait faire pour me sauver l'œil. Maintenant, on n'est pas à l'abri dans les voyages d'incidents, notamment avec les animaux, ou notamment Bolivie, Chili. J'ai été attaqué par des groupes de chiens. Et ça, c'est toujours le risque, quand on est à vélo, de se faire mordre un mollet, parce que c'est ce qui est le plus près, c'est ce qui est le plus près devant le nez du chien. Évidemment, si on est déchiré, on craint deux choses. Premièrement, les poings, et là, vous ne pouvez plus pédaler parce que les chairs sont étirées. Et puis, la deuxième chose, c'est que vous risquez aussi des septicémies parce que ces chiens en divagation sont porteurs de germes qui peuvent être très dangereux pour vous. Bon, voilà, c'est peut-être ça le plus grand risque. Et l'homme, évidemment. L'homme... qui pourrait éventuellement vous en vouloir par rapport à ce que vous transportez. Alors vous êtes quelqu'un de déterminé quand même, hein. C'est pour la raison pour laquelle vous ne lâchez rien pendant 2 ans. Et enfin 2 ans plus tard, vous mettez au point cette grande traversée, hein, partant de l'ouest nord-américain jusqu'à l'est canadien. Pourquoi avoir choisi ce lieu? Alors, parce que d'abord ça finissait le tour du monde, mais je préférais le faire au Canada, en partant dans l'Alaska, qui est un des derniers États des États-Unis, plutôt qu'aux États-Unis même, je sentais plus le Canada comme un point d'intérêt. Je n'ai pas été déçu. J'ai appris énormément de choses et le continent, enfin, j'allais employer le terme de continent, plus qu'un pays, c'est d'ailleurs un continent complet, l'Amérique du Nord, bon, on est très très près de la frontière canadienne, du reste, les Indiens ne faisaient pas de différence entre l'un ou l'autre pays, passaient allègrement d'un côté ou de l'autre de la frontière, donc qui n'existait d'ailleurs pas à cette époque-là. Et comment se prépare un tel périple, justement? Je vous dirais que, en fait, moi maintenant, je mets un point de départ pour l'avion et un point de retour pour l'avion encore qui va me ramener. Et entre les deux, maintenant, j'avoue que je fais moyennement attention au profil. Bon, l'expérience, je l'ai acquise dans les voyages précédents. J'ai connu les plus grandes hauteurs avec des passages à 5200 mètres, c'est-à-dire plus haut que le Mont Blanc. Vous voyez, à vélo, ça fait quand même une belle hauteur. J'ai connu des vents très, très durs, à plus de 120 km/h dans la Patagonie argentine. Les pluies de la Norvège, pratiquement un mois de pluie, c'est des choses qui vous forgent un mental, qui vous forgent un... Donc, il y a une chose qu'il faut quand même à laquelle il faut être attentif, c'est quelle hauteur on va passer par rapport aux vêtements qu'on doit emporter. Mais pour le reste, vous savez, là aussi, j'ai changé un peu de technique de préparation. En fait, j'en ai plus vraiment. Mais c'est une volonté. Il y a un merveilleux petit livre de Michel Onfray, philosophe actuel et qui a exploré bien des domaines. Et là, il a rédigé un petit traité du voyage qui dit en somme toute, notre cerveau reptilien et nos origines font de nous, au départ, des nomades. Et si vous voyagez, retrouvez ce caractère nomade, c'est le premier, découvrez, n'organisez pas trop à l'avance vos voyages,
essayez de vous conduire comme ces premiers voyageurs qui partaient à pied dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est dans cet état d'esprit-là que je conduis mes voyages, c'est-à-dire d'un éternel curieux, prêt à se faire surprendre par l'ensemble de ce qu'il va voir. Et je crois que c'est comme ça qu'on garde l'enthousiasme et qu'on garde euh, une certaine envie de vouloir toujours aller devant. Voilà. Alors justement, les voyages en vélo, ça demande très peu de bagages, j'imagine. Donc comment vous organisez par rapport aux bagages? Qu'est-ce que vous apportez avec vous? Mais là aussi, j'ai beaucoup réduit mon bagage. Il est maintenant de 16-17 kilos. Il y a une sacoche qui emporte la maison, c'est-à-dire une tente. Somme toute, je la trouve assez confortable pour deux personnes, mais même si on ne peut pas se tenir debout, elle est vraiment tout temps. Elle peut se planter même par les plus grands vents. Elle est très étanche et ça c'est important aussi. Et ensuite, pour dormir, un petit matelas et un duvet qui permet de passer les grands froids, jusqu'à -10 on va dire, -5, -10. Ensuite, de l'autre côté, il y a des vêtements. Donc il y a des vêtements pour les hauteurs qu'on doit passer, la pluie bien sûr, et puis froid et chaud. Voilà, en résumé très rapidement, ça fait 18 kilos à peu près, voilà, sans les sacoches. Justement, niveau logement, vous parlez d'une tente. Alors est-ce que vous avez toujours pris une tente pour dormir? Ou alors est-ce que des fois vous logez chez l'habitant? Vous utilisez les hôtels? Dans ce voyage-là, c'était essentiellement la tente sur 90, enfin 88 nuits. J'ai 82 jours de tente. Donc vous voyez, ça fait 6 nuits, 3 en hôtel et 3 chez l'habitant en fait. Ça a été très peu. Sur le voyage Chine, j'ai eu plus de nuits chez l'habitant. Là, l'habitant est très espacé et puis c'est une mentalité anglo-américaine et on n'est pas très hospitalier dans ces régions. En fait, on n'a pas l'élan ou la convenance ou l'usage ou la culture de l'accueil qu'on en rencontre en Asie centrale, qui pour moi est la région sans doute la plus hospitalière que j'ai pu rencontrer dans ce type d'accueil, ou même la tradition française d'un accueil que l'on retrouve un peu du côté du Québec. L'élan du cœur, il est du côté du Québec par rapport aux voyageurs, de surcroît français, qu'on aime, car on aime les Français. Même si on leur en veut un tout petit peu d'avoir laissé le Canada aux Anglais à une certaine époque sous Louis XV. Donc, dans votre voyage au Canada, quel a été votre plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir, il y en a plusieurs, hein, mais parmi tous les souvenirs, c'est d'avoir retrouvé 4000 km plus loin un couple de professeurs de l'Ontario du Nord qui parlaient français et que j'ai retrouvé au bout de 4000 km, à un quart d'heure près, on est passé au même pont, sur le même pont. Donc on s'est attendu et on a remangé ensemble comme on avait fait, comme il m'avait invité sur un petit breakfast dans un petit camping du Icefield, donc en Alberta. Je les ai trouvés dans l'Ontario, pratiquement, ouais, presque 5000 km plus loin. Et ça a été assez extraordinaire parce que se retrouver là, c'était fantastique. On avait correspondu par email, avec nos tablettes, avec le Wi-Fi. Il y a du Wi-Fi partout, pratiquement. Et puis, dans les souvenirs aussi, c'est d'être plongé, immergé dans ces grands paysages. C'est la contemplation des grands paysages. Je crois que ça, c'est... Alors justement, vous m'avez parlé de solitude tout à l'heure. Il suffit de s'asseoir sur une pierre, c'est un luxe inouï. C'est de pouvoir contempler un paysage comme ça pendant plus d'une demi-heure, une heure, se sentir, on se sent profondément terrien. À la fois les pieds sur terre et à la fois dans les airs, quoi. On est dans une espèce d'ailleurs incroyable. Voilà, oui, je crois que ça fait partie de mes beaux souvenirs. Et à ce moment, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Ben, on dit pourvu qu'on reste encore là longtemps, quoi, parce que le temps passe, malheureusement.
Ça aussi, ça fait partie de la donne des voyages dans l'introspection dont je parlais. On se revoit pédaler avec les copains. Malheureusement, quelques-uns se sont arrêtés en route, on fait étape en route, on les reverra plus. Et on les revoit à cette occasion, on repense à eux, on leur parle. D'ailleurs, ça peut paraître excessivement particulier, mais voilà, c'est cette recherche-là aussi qui est intéressante. C'est un peu nostalgique, mais je suis passé d'une inquiétude dans ce voyage, d'une inquiétude, d'un stress même, on peut dire au départ, à un état un peu plus nostalgique pour finalement aller finir sur un optimisme et une envie de recommencer, de se retrouver replongé dans sur une autre partie de la Terre, dans une autre ambiance, une autre atmosphère. Oui, j'aime ce transfert comme ça, physique bien sûr, mais aussi spirituel dans les différents pays. Alors justement, vous m'avez raconté vos plus beaux souvenirs. Et contrairement, quelle a été votre plus grosse galère à l'occasion du voyage? Ben, la plus grosse, je l'ai pris le premier jour. J'ai perdu ma carte bancaire. Or, sur cette terre aujourd'hui, si vous n'avez pas une carte bancaire, vous êtes rien. Vous n'êtes plus rien, donc vous êtes angoissé parce que vous vous dites j'ai un compte, j'ai de l'argent, mais je ne peux pas y accéder, j'ai plus rien pour y accéder. Comment je vais faire pour me nourrir? Comment je vais faire pour dormir? Voilà. Alors, ben, faut que les gens vous fassent confiance, que vous fassiez confiance aux gens, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec dans les premiers jours, la première semaine que j'ai vécue en Corrèze, sans rien. Alors après, en fait, maintenant, les moyens modernes font que vous pouvez avoir de l'argent pratiquement en transit de votre compte dans n'importe quel point du monde par des grandes compagnies, pratiquement 2 heures après avoir fait le nécessaire pour le transfert de liquidité. Bon, voilà. Mais ça a été un peu un stress d'entrée. Plus mauvais souvenir, sans doute, après avoir franchi la frontière à Beaver Creek, entre le Canada et l'Alaska, je suis reparti le matin. Il faisait vraiment froid. Il pleuvait une pluie très froide. J'avais une passe. J'étais fatigué de la veille, où j'avais quand même pas mal monté. Mes sacoches prenaient le vent, je reculais pratiquement. J'avançais à 11 à l'heure, ou 10 à l'heure. C'était terrible. Dans une vallée, j'ai fait 38 km. J'ai trouvé sur le bord de la route, je savais qu'ils étaient là, parce qu'il y avait un voyageur qui m'avait renseigné, un voyageur à vélo. Il y avait une boulangerie, une bakery tenue par des Français. Et j'ai pris un café, et puis finalement, ben, j'ai planté ma tente sur leur camping, et je suis resté là, j'ai dormi tout de suite, et pour repartir que le lendemain. J'ai fait 38 km cette journée-là, et j'ai dit, j'étais pas très optimiste après cette journée. Mais les journées vélo se suivent et ne se ressemblent pas. Et c'est peut-être ce qui fait l'intérêt. Un jour, vous êtes en galère et le lendemain, vous vivez une journée merveilleuse. Et effectivement, le soleil était revenu. On était un peu en montagne, en moyenne montagne. Le soleil est revenu et j'ai fait une journée merveilleuse le lendemain à travers les prés Rocky Mountains. C'était magnifique. Voilà. Alors, est-ce que maintenant vous pouvez nous dire quelques mots sur votre rencontre à Lake Louise avec des grizzlies? Alors, oui, là, alors, j'en ai rencontré d'ailleurs avant, hein, des grizzlies dans le Denali Park, le parc américain de l'Alaska, autour du Denali, c'est-à-dire le mont McKinley, qui est le plus haut sommet du Canada. Et là, il y a un très grand parc qui fait 400 par 500 km à peu près. Et là, j'ai vu en divagation 4 ou 5 grizzlies. Quand je suis arrivé à Lake Louise, c'est dans le Icefield, c'est une partie qui est à cheval sur deux États du Canada, le Yukon et l'Alberta. Donc, c'est pratiquement la limite entre les deux États. Ça s'appelle le Banff National Park. Et ici, Lake Louise est à peu près au milieu, entre les deux villes, Jasper et Banff, qui sont les deux bornes pratiquement du parc. Il y avait une alerte aux grizzlies. Et là, j'ai compris que, en fait,
les grizzlies, qui sont le symbole, l'emblème du Canada, qu'on vient voir de loin, parce que c'est quand même pas banal de rencontrer ces animaux extraordinaires, sont à la fois un porte-drapeau pour le tourisme, mais à la fois aussi peuvent être dangereux pour l'humain s'il ne prend pas quelques précautions. Et donc j'ai compris là que les gardes suivaient les grizzlies grâce à des puces, à des colliers émetteurs, et savaient à peu près toujours où se trouvaient ces animaux, qui reviennent dans leur territoire de naissance ou dans le territoire qu'ils connaissent. Ce qui est d'ailleurs le cas de beaucoup d'animaux sur cette terre, hein. Y compris les animaux, les oiseaux migrateurs ou les animaux migrateurs reviennent toujours sur les terres où ils sont nés, où ils se sont nourris, où ils ont leur vie selon la saison. Eh bien, ces grizzlies sont suivis par des gens très expérimentés qui discrètement ferment certains chemins aux randonneurs, en ouvrent d'autres pour faire passer les ours, leur mettent des barrières électriques, mettent des alarmes qui incitent les voyageurs à prévenir immédiatement les autorités. Il y a beaucoup de pancartes en prévention qui disent n'apportez pas de nourriture, c'est le basique, mais attention, ici, ne pas prendre ce chemin, etc. Donc, ces grizzlies-là font l'objet d'une attention quotidienne et 24 heures sur 24. Il y a des gens qui veillent, mais vous ne le savez pas, mais ils veillent sur votre sécurité. Et ça, je l'ai découvert très tard. Donc c'est très bien organisé, c'est discret et très bien organisé. Voilà, les ours, il y en a partout. Alors évidemment, tous les endroits du Canada ne sont pas surveillés comme ça. Mais partout où il y a du monde, il y a une attention vraiment des gardes forestiers, de ces parcs nationaux qui sont constamment sous surveillance. Alors, pendant votre voyage, vous avez rencontré beaucoup d'animaux, notamment les grizzlies, mais aussi c'est des rencontres humaines. Qu'est-ce que vous pouvez retenir justement de toutes ces rencontres humaines que vous avez pu faire à la fois au Canada, mais aussi sur vos voyages précédents? C'est des rencontres qui vous marquent à jamais, quoi. Je pense que moi j'ai beaucoup pleuré sur des rencontres, sur le voyage de Chine notamment, parce que vous êtes touché par l'humanité, vous êtes touché par ces personnes qui ne vous connaissent pas, qui ne vous reverront jamais et qui vous donnent tout, alors qu'ils n'ont rien. Par exemple, c'est le cas en Asie centrale. Dans ce voyage-là, je pense que à travers mon accueil, c'était quelque part un Français qui se déplaçait et qu'on avait envie d'aider parce que il est pratiquement démuni de tout, quoi. Il a pas grand-chose, il a son vélo, ses jambes pour avancer. Donc on a envie, la première des choses dans les rencontres, c'est une certaine compassion. Ensuite, c'est peut-être une certaine admiration. Et une interrogation qui surgit aussitôt, mais vous allez où? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez manquer de rien, etc. Bon, voilà, c'est tout ça. Puis c'est quelque part aussi notre pays. Je pense que, oui, on aime la France beaucoup plus qu'on le croit. Et je pense qu'il y a quelque part aussi, à travers ce que je réalise, par exemple des écrits ou je sais pas, la culture française. Ça peut paraître un grand mot, hein, comme ça, mais dit comme ça, puis c'est pas prétentieux de ma part, mais c'est on aime le français. On aime le français. On aime partager ce qu'apporte l'écriture française, la langue française. Voilà. On aime la langue française. Et peut-être à travers moi, c'est peut-être ça aussi qu'on aime retrouver. Ça a été le cas de ces professeurs de l'Ontario, notamment, et d'un certain nombre de gens que j'ai rencontrés tout au long du voyage. Alors justement, il y a des personnes avec qui, vous, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous ne reverrez jamais. Mais est-ce qu'il y a d'autres personnes avec qui vous gardez des contacts et... Oui, dans les voyages,
je revois beaucoup de personnes à Clermont. Parce que moi, je leur vends l'Auvergne. Si eux m'ont surpris avec les grands parcs, avec ce conservatoire mondial qu'est leur territoire, moi, je leur vends l'Auvergne parce que l'Auvergne est une région extraordinaire. La France est extraordinaire. Parce qu'on apprécie d'autant plus la France qu'on a voyagé à l'étranger. C'est un petit pays qui rassemble sur son territoire une diversité telle que jamais aucun pays au monde n'a cette diversité. Entre les différents océans qui nous entourent, ou mers, les montagnes qui sont très différentes, les plaines, enfin, la culture des gens, leur histoire dans leur pays. Bon, voilà, tout ça, c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte parce que nous, on est immergé, on vit dedans, on vit chaque jour, on connaît ces différences-là. On n'y attache pas une importance considérable non plus. À la limite, même, comment dire, on est fier de sa région et on est presque, j'allais dire en opposition, mais pas tout à fait, mais on est assez chauvin de nos territoires. Et les étrangers les apprécient, et ça, c'est quelque chose d'important. Bon, voilà. Alors, beaucoup de gens reviennent me voir ici. Bon, ça a été le cas en Amérique du Sud. Les groupes avec qui j'ai effectué une partie du voyage en Patagonie chilienne sont revenus sur Clermont, Wim, et puis les deux Allemands que j'ai revus chez eux et que j'ai revus ici en Auvergne. Ils ont des enfants maintenant, donc j'ai connu leurs enfants. Là, je vais revoir un couple d'Américains qui tenait un hôtel qui visait un certain confort que nous, on connaît bien, et dont on connaît le savoir-faire, et ça les intéresse de poursuivre dans cette voie, dans leur métier. Donc je vais les revoir à Clermont, c'est sûr. Je vais revoir ces professeurs dont les origines sont charentaises et charentaises, tout comme moi, charentaises, alors Charente-Maritime, donc... on va effectuer un petit périple à travers l'Auvergne et puis les Charentes. On se retrouve en Charente. Je vais revoir aussi une Québécoise qui m'a accueilli sur la fin et qui est venue faire le chemin de Compostelle et qui connaissait déjà Clermont, mais qui a envie de revenir en France et de redécouvrir des régions de France. Voilà, je crois que cet échange-là, il est formidable quand on arrive à le réaliser. Mais... Et je le sais depuis que j'ai accueilli ici un jeune qui était d'Ouzbékistan, pardon, du Kazakhstan. L'instant magique n'appartient qu'au seul moment où on les rencontre dans leur terrain, dans leur pays, à l'endroit où ils sont, parce qu'ils ont tellement envie de dire regarde, c'est ça mon pays, c'est tellement beau, regarde comme c'est beau. Cet instant magique, on arrive difficilement à le reproduire une deuxième fois. C'est autre chose après. Ça, je le sais. J'ai été profondément presque déçu d'avoir rencontré telle ou telle personne, et puis qu'après, que cet instant soit passé, ne pas retrouver presque la même personne qui avait d'autres centres d'intérêt. Mais ça, j'ai appris que c'était presque une normalité, c'était presque logique, et qu'il fallait que moi, je me réadapte à leur curiosité, à leur propre curiosité. Voilà ce que je peux dire sur les rencontres. Du coup, maintenant, comment voyez-vous la suite et est-ce que vous avez un nouveau voyage déjà en préparation, ne serait-ce dans un petit coin de votre tête? Alors, j'ai plusieurs petits coins dans ma tête. Peut-être parce que ma tête, on dit que le cerveau rétrécit en vieillissant un peu, et c'est vrai. Premièrement, je voudrais réaliser un livre sur un carnet de voyage sur l'Indochine. Que reste-t-il de l'Indochine française? Bon, l'Indochine, ça a été presque... avec l'Algérie, bien sûr, mais ça a été un grand drame pour les Français. Dien Bien Phu reste au présent dans les mémoires comme un grave échec. Échec d'une France coloniale qui n'a pas su peut-être se repositionner comme elle avait su le faire pour le Maroc ou la Tunisie.
Voilà, je crois que l'affrontement, la contrainte avec les pays occupés a donné des choses assez formidables. Il faut remonter à la période d'occupation française pour trouver, par exemple, 2 opéras à Phnom Penh, une ligne de train qui faisait la traversée du Cambodge, qui n'existe plus aujourd'hui, qui est en train de renaître, grâce à d'autres nations d'ailleurs, c'est plus nous. Reste le cadastre, par exemple, dans le Cambodge. Et puis, en même temps, un désintérêt pour la France, parce que nous ne sommes plus, à part en droit, c'est curieusement en droit administratif et dans l'administration, on reste présent. On a une faculté d'administration qui est reconnue par quelques pays, où ils envoient leurs élites se former en France, dans les écoles nationales d'administration françaises. Mais en dehors de ce fait-là, restent les mauvais côtés de la colonisation. Cette espèce de domination et de pillage des valeurs, des richesses produites par le pays, sans tenir compte des habitants et de tout ça. Donc quelques-uns savent mieux faire que nous, où on tienne plus compte de l'humain, je pense, et c'est fait que c'est un point que je veux explorer, je veux aller vraiment au fond des choses dans ce domaine-là. Voilà, ça m'occupe. Et puis j'aimerais faire le tour du Sri Lanka. Voilà, ça c'est quelque chose qui me tente beaucoup, parce que on est à la fois dépaysé, c'est une grande île, mais c'est aussi un grand territoire. J'aimerais bien, à la frontière entre l'Inde, l'Asie, le Sri Lanka est un carrefour de culture. Et puis il y a l'Inde. Mais serais-je capable d'aller en Inde? Je n'en sais rien. Il faut être préparé à ça. Voilà. Merci Pierre d'avoir répondu présent à cette émission. Pour finir, est-ce que vous avez un dernier mot à rajouter? Oui, je crois que je vais dire, c'est presque un conseil, vous aviez démarré comme ça, voyagez, prenez votre sac, partez, allez voir les autres, allez à leur rencontre. C'est en échangeant nos modes de vie, nos cultures, nos habitudes, nos langues, que le monde se comprendra mieux et que peut-être on vivra mieux sur Terre. Voilà. Si vous souhaitez en savoir plus sur Pierre Robin, je vous invite vivement à vous rendre sur son site internet, le www.cyclopède63.com. Je remercie également Jean-Luc Monod de l'hôtel Kyriade Prestige de Clermont-Ferrand pour l'accueil. Vous pouvez retrouver dès demain l'émission, on vous aura prévenu, en rediffusion vidéo sur la page de Facebook de Variance FM et de la Société Clinique. N'hésitez pas également à commenter l'émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag OnVap. Je vous laisse et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. On vous aura prévenu, la première émission web en direct à la radio avec Variance FM et la Société Clinique.